Salut et bienvenue dans ce nouveau Breaking News, je suis Geoffrey et je vais commencer par parler de viande fraîche alors que pourtant je suis végétarien. Parlons donc de Army of the Dead, le nouveau film de Zack Snyder qui n'a pas que les super-héros dans sa vie, heureusement pour lui, et il n'y a pas que le Snyder Cut dans la vie d'écran large, heureusement pour nous. Il y a aussi les zombies, comme ceux de son premier film, le très bon L'Armée des Morts, et il revient dans les cadavres avec Army of the Dead sur Netflix le 21 mai. Sauf que c'est pas tout. Le film avec notamment Dave Bautista sortira d'abord au cinéma aux États-Unis dès le 14 mai, une semaine avant la sortie Netflix, le public américain pourra le voir dans les salles de cinéma. Alors là, vous allez me dire que c'est pas la première fois qu'un film Netflix est diffusé dans les cinémas américains, et vous avez raison. Aux États-Unis, il n'y a pas de réglementation stricte comme en France, où c'est impossible, chez nous, d'enchaîner en si peu de temps une sortie cinéma et une sortie SVOD. Depuis des années, Netflix montre certains films au cinéma, notamment pour participer à la course aux Oscars, puisqu'il faut qu'un film soit passé au cinéma pour être pris en considération. Ainsi, le public américain a pu voir The Irishman, Roma ou encore Manque au cinéma pour les chanceux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Army of the Dead? C'est l'ampleur de cette sortie. Le film de zombies va sortir sur environ 600 écrans d'un coup, soit du jamais vu pour Netflix. Irishman, au mieux, après quelques semaines, c'était sur 500 écrans, et encore une fois, ça s'était pas fait d'un coup, donc c'était pas une sortie massive comme Army of the Dead. Cette grosse sortie de Army of the Dead est possible grâce à un accord important avec la chaîne de cinéma américain Cinemark. Ça montre à quel point Netflix est devenu central dans le paysage et même pour les exploitants. Surtout en 2021 où le public, le monde, s'est pris dans la tronche la pandémie et crève d'envie de renflouer les caisses pour justement éviter de crever. Un gros film de zombies, c'est donc une très bonne opération. On peut rappeler que L'Armée des Morts avait rapporté plus de 100 millions au box-office en 2004. Et si on va plus loin, World War Z, c'était plus de 540 millions au box-office en 2013. Alors évidemment, 600 salles, ça reste peu. À titre de comparaison, un blockbuster classique sort sur 3 ou 4000 écrans, Avengers Endgame c'était plus de 4600 écrans, et même le récent Godzilla vs Kong c'était plus de 3000 écrans malgré la situation. Army of the Dead montre clairement qu'on ne peut pas résumer la situation à Netflix versus les salles de cinéma. Ce n'est pas anodin qu'une grosse chaîne de cinéma passe un accord avec le géant de la SVOD, ça montre que sans surprise, tout le monde va apprendre à travailler ensemble pour s'adapter à un monde qui a changé. Bien sûr, c'est très spécial en 2021 vu l'état du monde. Plein de studios sortent des blockbusters au cinéma et en SVOD pour affronter la pandémie. On pense à Wonder Woman 1984, Godzilla vs Kong ou Mortal Kombat, et pas que Warner Bros, d'autres studios le font. Tout ça a montré à quel point la SVOD n'était pas l'ennemi, mais était plutôt une option, voire un joker. Nul doute que ce qui se passe avec Army of the Dead va sûrement avoir des conséquences. Si ça cartonne, on aura d'autres collaborations de ce type entre Netflix et les grosses chaînes de cinéma. Putain, je suis vraiment pas dedans. Tu peux la garder en même temps. Deuxième sujet, la rouverture des salles de cinéma en France et le chaos annoncé. Alors on est tous contents puisque dès le 19 mai, les salles de cinéma vont rouvrir si tout va bien, et avec une jauge de remplissage fixée apparemment à 35% des fauteuils dans un premier temps. Alors cool, mais qu'est-ce qu'on va aller voir? Alors on en a déjà un peu parlé il y a quelques jours, il y a des films comme Drunk, ADN, Adieu les cons ou Garçon chiffon qui vont ressortir, et il y a aussi des films nouveaux, tout neufs, comme Mandibule, Le Dernier Voyage, Demon Slayer ou même Tom et Jerry. Donc on est tous contents, il y a plein de trucs à voir, à consommer, à critiquer, mais en réalité tout ça va ressembler à un petit massacre. Ça fait un an que tout le monde en parle, il y aura un embouteillage à la réouverture des salles. Pourquoi? Parce que ça fait des mois de salles fermées et donc de films non sortis. Les distributeurs ont des dizaines et des dizaines de films qui attendent sur leurs étagères, sur leurs disques durs, sans parler des films qui ont été exploités en salle peu de temps, donc leur carrière n'est pas finie, donc ils vont ressortir. Depuis l'annonce de la réouverture, c'est la fête, tout le monde annonce qu'il y aura une nouvelle date de sortie pour plein de films. Évidemment, ça s'est fait dans un joyeux bordel. À ce rythme, on aurait près de 40 films qui sortent ou ressortent le 19 mai. En temps normal, c'est 14 ou 15 films par semaine et c'est déjà beaucoup trop. En tout cas, plein de gens considèrent que c'est beaucoup trop parce que ça laisse très peu de place, très peu de chance à plein de films plus petits. Là, il y aurait environ 450 films qui attendent de sortir ou ressortir. Bref, c'est énorme et c'est un énorme bordel qui se profile à l'horizon. C'est pour ça que certains ont essayé de trouver une solution et ouvrir un dialogue entre les différents distributeurs. L'autorité de la concurrence avait ainsi ouvert la voie à la mise en place d'un calendrier concerté des sorties entre les distributeurs de films pour permettre une organisation plutôt qu'une bataille. Il y a eu une réunion en visioconférence ce mercredi 5 mai sous l'égide du CNC pour que tout le monde s'exprime et échange dans l'espoir qu'il puisse arriver à un terrain d'entente. Et ça a été un bel échec, hein, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas marché. Et je n'avais pas un meilleur moyen de le dire tellement c'était un échec. Déjà, plusieurs gros distributeurs n'étaient pas là, notamment les poids lourds américains comme Disney. Mais du côté français, c'était pas mieux, puisque des géants comme Gaumont Studio Canal étaient là, mais n'avaient pas envie de négocier et signer un accord. En gros,
Les seuls qui voulaient vraiment négocier, c'était les distributeurs indépendants, c'était les seuls prêts à réfléchir à une solution, et c'est normal, ce sont eux qui vont souffrir. Les gros distribs, ils s'en foutent, ils ont de gros films, ils vont occuper le terrain, attirer un large public, et en plus, ils ont assez de trésorerie pour encaisser tout ça. Au cinéma comme ailleurs, c'est les puissants qui s'en foutent des moins puissants, et c'est plus simple de gérer ses sorties dans son coin, plutôt que de faire attention aux autres. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Que ça va sûrement coûter très cher à des distributeurs indépendants qui bataillent chaque année pour proposer des films différents, c'est-à-dire sur le territoire entre les blockbusters hollywoodiens et les grosses comédies françaises, pour caricaturer. On entend très souvent que le cinéma c'est chiant parce qu'on n'a que des remakes, des films de super-héros, des suites, des remakes, des comédies calibrées pour TF1, des films d'auteur avec Isabelle Huppert dans une cuisine mal éclairée. Ben voilà, c'est exactement ça le sujet, c'est une certaine diversité du cinéma qui est en jeu, voire en danger, ici. Il faut avoir en tête que ces films, qu'on peut qualifier de petits ou fragiles, ont déjà du mal à exister en temps normal, c'est-à-dire être distribués dans beaucoup de salles à travers la France, arriver à un large public, mais là la bataille pour les écrans va être encore plus rude. Évidemment, les exploitants ont aussi leurs problématiques parce qu'ils ont également subi cette crise et ils savent qu'ils attireront plus de public avec un gros film identifié qu'un petit film. Je vais citer Éric Lagesse, le directeur de Pyramide, qui a expliqué sur France Info qu'en gros l'idée c'était pas d'obliger certains à sortir un film sur une date précise, mais juste d'éviter que des films soit fragiles soient sacrifiés parce qu'un gros film débarque au dernier moment, sort en face et écrase tout en occupant plusieurs salles d'un même cinéma par exemple. On connaît tous ça, hein. Un blockbuster il sort, il se retrouve parce que tout le monde veut le voir sur plein de salles, 2, 3, 4 salles d'un même cinéma, d'un même multiplex, ce qui fait encore moins de place pour les autres. C'est toujours un peu la guerre dans les salles et à partir du 19 mai, ça va visiblement être encore pire. Donc j'en profite pour dire qu'on pense à des films comme L'étreinte, Méandre, Slalom, Playlist ou Vaurien et des distributeurs comme Pyramide, Tandem, Jour de Fête, l'Atelier Distribution, Alba, Eurozoom, UFO ou Réseau Film. On va suivre de près cette réouverture, évidemment, et on va surtout faire de notre mieux pour parler de ces films plus fragiles et faire notre travail de notre côté. Enfin, pour changer, je vais parler de jeux vidéo pour donner mon avis sur Resident Evil Village qui est sorti aujourd'hui et que j'ai pu tester sur PlayStation 5. Alors, bienvenue dans mon test top chrono de ce nouvel épisode de la saga culte, suite directe de Resident Evil 7. On retrouve donc Ethan Winters. La dernière fois, ce pauvre Ethan était paumé dans une baraque pourrie de Louisiane pour retrouver sa femme. Là, il est paumé dans un village pourri d'Europe pour retrouver sa fille. Le village du titre est dirigé par une femme mystérieuse du nom de Miranda, protégée par plusieurs personnes évidemment folles, mutantes, et qui vont essayer de péter les genoux et les dents du héros. La saga, elle est capable du meilleur comme du pire, et je dirais que Village est dans la bonne moyenne, c'est plutôt très efficace, j'ai pas lâché ma manette pendant une dizaine d'heures. C'est mieux raconté, je trouve, que Resident Evil 7, qui se cassait la gueule dans la deuxième partie. Cet épisode marche un peu grâce à ce côté cauchemar à la carte. L'univers il est plus riche, ce village central n'est qu'un prétexte, il ouvre plein de portes vers des univers différents. Chaque membre de la famille de Miranda a son petit royaume infernal et on passe de cauchemar en cauchemar. Alors sans spoiler pour citer quelques trucs, on a de l'horreur gothique avec des espèces de vampires, on a une sorte de maison hantée qui surfe pas mal avec intelligence sur Conjuring et tout ce côté de cinéma d'horreur, et on a même quelques notes cyberpunk dans une usine hallucinée. Difficile de ne pas prendre son pied et aimer au moins une partie du jeu. Perso, je trouve que le château des Dimitrescu et Donna Beneviento et sa petite copine Angie, c'est vraiment parmi les meilleurs moments. Il y a de vraies séquences de flip, d'angoisse, ça rappelle le vrai survival Resident Evil, celui que personnellement j'aime beaucoup et qu'on avait déjà retrouvé un peu dans Resident Evil 7. Il y a des moments terriblement efficaces. On a à la fois le côté énigme, simple mais très bien fichu, et le côté survival, fuite, panique et stress face à l'inconnu. On connaît la formule, le jeu réinvente pas la poudre, mais vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça devant Resident Evil, et c'est un peu ce qu'on avait dans la première partie de Resident Evil 7, mais là c'est un peu plus étalé, on le retrouve régulièrement par vagues. Après malheureusement il y a des problèmes qu'on connaît un peu trop, qui sont pour moi trop familiers dans cette saga. Déjà, on dirait que le jeu a été pensé en morceaux. Avec ses antagonistes à affronter, un peu comme la famille de Resident Evil 7, c'est un peu comme si tout avait été construit autour de ces morceaux, de ces cauchemars, justement à la carte, comme je disais. Mais après, il faut les assembler, il faut faire un jeu autour de ça. Et le problème, c'est que déjà, bon, le prétexte pour assembler tout ça, c'est un peu le bordel. Et surtout, quasiment chaque cauchemar est construit de la même manière, avec cette fichue tendance à toujours aller de la même manière jusqu'à un boss final débile, dans une arène classique, avec un truc qui se transforme et devient aussi gros qu'un bébé de Godzilla. On n'est plus du tout dans la peur, c'est vraiment zéro tension, juste du shoot de bas étage. Très vite, il y a un côté répétitif que moi j'ai trouvé vraiment gênant, vu que à chaque fois, un personnage se transforme quasiment
en giga monstre à la fin et c'est toujours la même structure. On revient au point de départ, nouveau cauchemar, nouveau monstre, revient au point de départ. En plus, c'est pas aidé par un personnage qui se transforme quasiment en maître du jeu et qui explique au bout de quelques heures tout ce qui va se passer quasiment, qui donne même une carte au trésor littéralement. Donc il n'y a plus de mystère, comme si le mystère et l'inconnu allaient déranger les joueurs et les joueuses et qu'il fallait tout montrer, tout annoncer et tout dévoiler. Moi je trouve ça vraiment dommage, ça casse énormément l'immersion et la tension et la peur. Il n'y a qu'un seul de ces univers qui arrive à faire quelque chose de différent et c'est pas un hasard, c'est celui qui est le plus mémorable je trouve. Enfin, plus que jamais, j'ai l'impression de ne pas être face à un Resident Evil. Un village ressemble plus à une copie de Silent Hill. Il y a un village dans la brume, une communauté religieuse, des croyances ancestrales, ce papa qui cherche sa fille, sérieux. Je sais pas si c'est un problème, hein. Après tout, une saga doit évoluer avec le temps, donc c'est normal. Elle doit suivre ce que le public aime, elle doit suivre les chiffres des ventes des jeux. Mais à ce stade, je me dis que les derniers liens qui restent avec les mythologies, notamment avec Chris Redfield et Umbrella, sont tellement vides, tellement grossiers, tellement dispensables que finalement ça dessert le jeu et que ça aurait mérité peut-être d'être une aventure à part entière complètement déconnectée du reste. En tout cas, ce village est un bon petit train fantôme, certes pas entièrement satisfaisant, surtout vers la fin, mais bien mieux que des récents épisodes de la saga. Je trouve même qu'il est un peu plus solide et malin que Resident Evil 7 qui vraiment, encore une fois, se cassait la gueule vers la fin. Et Village, je trouve qu'il est quand même un peu plus maîtrisé, donc j'ai envie de le conseiller, surtout à ceux qui hésitaient et qui aiment bien Resident Evil. Maintenant, c'est l'heure de la reco d'écran large, comme d'habitude, mais comme on m'a interdit de parler d'un film de Paul W.S. Anderson, je vais protester et je vais me barrer de cette vidéo. Parce que c'est pas possible. Donc voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça. Allez, salut. Tu aimes le kung-fu et les cascades? Alors j'ai une surprise pour toi. Oh, tu veux me tuer? Voilà, tout va très bien. Ah, j'ai pris un petit coup de jus en plus, c'est merveilleux. Eh bien, tout simplement, je prends la place de Geoffrey pour vous parler d'un film fort sympathique qui se trouve être Ip Man Kung Fu Master, les origines. Il est là, on en a des jolis DVD, il sort actuellement en VOD, en DVD et en Blu-ray. Alors ça n'est pas la même franchise que celle que vous avez connue il y a quelques temps et dont vous avez déjà causé avec Donnie Yen. D'ailleurs, on a fait une très belle vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est une autre franchise, mais c'est toujours du kung-fu. Le personnage historique, légendaire et largement mythologique de Ip Man, qui à l'époque était encore policier si ma mémoire est bonne, et qui va tout simplement taper plein de méchants. Alors attention, c'est pas à la hauteur des plus grands films de Bruce Lee, c'est pas à la hauteur des meilleurs films de la saga Ip Man, mais c'est un divertissement plutôt cool, et comme on voit assez peu de films de kung-fu qui débarquent jusque dans nos contrées, on s'est dit que si on pouvait vous en faire gagner quelques exemplaires, et bah c'était pas mal. Et ça tombe bien, parce que cette sympathique aventure bastonnante, il se trouve qu'on en a à la rédaction 5 DVD, qu'on vous propose donc de remporter. Comment faire pour les remporter? C'est assez simple, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse concours@ecranlarge.com, elle est en description de cette vidéo, et tout simplement dans ce mail, vous nous expliquez sur quelle partie du corps vous aimeriez me frapper et avec quel objet. Les réponses les plus créatives, dangereuses et insultantes seront bien évidemment les gagnantes. Voilà. Que vous dire d'autre? Vraiment, j'espère que ça vous donnera envie de le mater. Moi, ça me rappelle un peu la grande ère des vidéoclubs quand, gamin puis ado, j'allais chercher comme ça des petits films où ça se tapait dessus, et c'est vraiment cet esprit-là. Voilà, c'est une petite production plutôt attachante, moi, je trouve, en la matière. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien écoutez, maintenant c'est la fin de cette vidéo, donc déjà on aimerait vous dire que si vous voulez nous soutenir, alors c'est très bien de vous abonner à la chaîne YouTube, mais, et c'est également en description de cette vidéo, il est aussi possible de devenir membre premium du site Écran Large. Ça coûte pas cher, ça rend heureux, ça offre force, lumière et fécondité, et ça vous permettra en plus de nous aider et d'avoir plein d'articles spéciaux pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à nous dire tout le bien que vous en avez pensé, et si elle vous a déplu, évidemment, eh bien, vous insultez ma maman et moi, je m'occupe de la vôtre. Voilà, on vous embrasse et on espère vous retrouver très bientôt dans les salles obscures et puis aussi au cinéma.